Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2019, le soliloque, un moment de commentaires, des Congolais et des amoureux du Congo qui sont révoltés et indignés par ce qu'est devenu leur pays, la République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, le débat congolais est focalisé autour de, je dirais, deux faits. D'abord, le séjour du président Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique, lequel séjour a abouti de manière tout à fait malhonnête, comme les Congolais savent le faire, comme certains Congolais savent le faire, sur un débat inutile, sur un mot. Le président Félix Tshisekedi a dit, avec courage d'ailleurs, qu'il va déboulonner le système dictatorial trouvé en place, c'est-à-dire hérité du régime de Joseph Kabila. Le mot déboulonner a provoqué des crises de diarrhée et des crises d'hystérie. Curieusement, parmi des gens qui ont tout à se reprocher, comme qui dirait qui se sent morveux, se mouche. Et il y a aussi les fameuses, je dirais même les fumeuses élections qui, comme il fallait s'y attendre, ont abouti à un raz-de-marée entre guillemets du régime déchu et honni il y a encore quelques mois, qui a raflé la quasi-totalité des postes de gouverneurs des provinces. Je préfère commencer par le deuxième sujet, les élections. Je crois que nous, Congolais, nous avons l'habitude d'être vraiment des gros hypocrites. Les gens semblent s'être réveillés maintenant que la Kabylie est en train de récolter les fruits de la tricherie qu'elle a préparée depuis de longues années. Il ne pouvait pas en être autrement. Ce que vous voyez aujourd'hui a été préparé depuis de longues années, je dirais même depuis le jour où il a été réélu en 2011. Kabila s'est mis à préparer comment il allait survivre à la fin de son mandat. Vous vous souviendrez qu'il y a un élément sonore qui a fuité d'une réunion des bonzes du PPRD, parmi lesquels le président de l'ancienne assemblée provinciale, Aubin Minaku, qui se trouvait être à la fois patron de l'ex-majorité présidentielle, donc des hommes d'État, avec parmi eux la personne qui dirigeait la centrale des élections, pourtant censée être neutre, mais qui était là, à ce qu'on pourrait appeler un complot pour tricher les élections, pour préparer une tricherie vaste, en imposant une machine à voter alors que la Constitution l'interdit. Tout le monde a suivi. Comme toujours, il y a eu des débats houleux sur des médias. Comme toujours, ces débats produisent toujours beaucoup de chaleur, mais rien de concret. Et on a oublié, on est passé à autre chose. Mais avant cela, vous n'avez pas remarqué que
déjà la tricherie a commencé au moment de l'enrôlement des futurs électeurs. Observez les provinces qui sont toujours présentées comme étant les provinces les plus populeuses, où il y a le plus d'habitants. C'est toujours les provinces de l'Est, c'est-à-dire le Nord, le Sud Kivu et le Maniema, la province du Katanga, les anciennes provinces de Bandundu. Ce n'est pas un fait de hasard. Au fait, c'est des endroits où le pouvoir, des endroits que le pouvoir a toujours considéré comme étant ses bastions, le pouvoir de Kabila du moins, a toujours considéré comme étant ses bastions. Au fait, il avait des gens parmi sa cour, pour le Bandundu par exemple, la trempe de Minaku et tous les autres, Minaku, Gizenga, Théophile Mbemba, les Lukiana, toute la panoplie des kabylistes venus de l'ancienne province de Bandundu, qui sont parmi les fidèles des fidèles, et dont la province n'a rien profité par ailleurs. Alors, ces provinces ont été gonflées. Je vais vous donner un exemple. Comment voulez-vous que tous les jours, on nous casse les oreilles en disant qu'il y a eu 12 millions de morts? Le Congo a perdu 12 millions de ses citoyens. Encore faudra-t-il qu'un jour nous puissions savoir exactement comment nous calculons nos morts, pour être sérieux. Sinon, on est tout simplement des farceurs. Alors, s'il y a eu 12 millions de morts, je parie qu'il y en a eu au moins 10 millions dans les provinces de l'Est, spécialement dans le Nord, le Sud et la province du Maniema, qui ont été les provinces les plus frappées par l'insécurité créée et entretenue, non seulement par des groupes armés étrangers, mais surtout par des groupes armés congolais soutenus à partir de Kinshasa par des bonzes du pouvoir. Pas par l'opposition, mais par des bonzes du pouvoir et de l'armée régulière, qui soutiennent ces groupes-là parce que ce désordre-là leur permet de continuer à exploiter les mines. C'est un secret de Polichinelle. Alors, s'il y a eu 10 millions de morts, comment comprendre que chaque année, ou bien à chaque élection, ces provinces qui ont perdu 10 millions de leurs citoyens sont toujours les provinces les plus peuplées? De deux choses l'une, où il n'y a jamais eu de mort, ce qui n'est pas exact parce que tout le monde sait qu'il y a eu des milliers de morts, ou alors on triche avec les chiffres. Et moi je pense, pour la seconde hypothèse, c'est qu'on triche avec les chiffres. Les provinces de l'Est sont, depuis l'arrivée des Kabila, dépeuplées à cause de la succession des guerres et de l'insécurité entretenues dans ces provinces-là. Dépeuplées non seulement par les morts, par milliers, mais aussi par les migrations des populations. Beaucoup de gens, beaucoup d'habitants de l'Est ont préféré quitter pour aller s'installer dans la capitale, à Kinshasa, laquelle capitale explose et dont personne ne peut donner le chiffre exact de la population, du nombre de la population. Beaucoup de gens venus de l'Est sont venus s'installer à Kinshasa, surtout que le pouvoir était entre les mains des gens dits de l'Est, ce qui est tout à fait normal. Ils ont migré vers Kinshasa avec leur famille. D'autres ont migré parce que Kinshasa offrait plus de paix que partout ailleurs dans la République. Certains autres ont migré vers le sud, c'est-à-dire vers Lubumbashi, ou le Katanga et plus particulièrement Lubumbashi. Donc on ne peut pas continuer, malgré cela, à prétendre que les 3 provinces du Kivu sont les provinces les plus surpeuplées. Ce n'est pas offenser nos amis de l'Est que de le dire, parce que la Kabylie a utilisé ce chiffre-là, a utilisé ces faits pour tricher. Et
les Congolais ont laissé faire. On laissé faire. Ce qui est vrai pour l'Est, et l'est pour le Bandundu. Je mets ma main à couper que l'ex-province de Bandundu est plus peuplée que la province de l'Équateur. Je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper que l'ex-province de Bandundu soit plus peuplée que l'ex-province orientale. Je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper que le Kwilu soit plus peuplé que la province du Kasaï oriental ou la province du Kasaï. Je mets ma main à couper. Donc, puisqu'il n'y a jamais eu réellement de recensement, la tricherie de Nanga a commencé, ou de la CENI a commencé en ce moment-là avec l'enrôlement. Vous avez vu, Nanga a prétendu avoir enrôlé, je crois la première fois il nous a dit 43 millions de Congolais, ce qui était un record terrible. Finalement, à la veille des élections, il nous a parlé de 40 millions, et puis de 38 millions, finalement de 38 millions. Et curieusement, sur les 38 millions, il n'y a eu que 18 millions qui se sont présentés aux urnes. Donc vous voyez tous ces chiffres-là, il y a quelque chose de faux là-dedans. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est en ce moment-là qu'il fallait commencer à s'indigner, qu'il fallait qu'il fallait stopper Kabila, qu'il fallait stopper la machine. Et la seule manière de stopper, je suis désolé, ce n'est pas les hommes politiques, c'est la population, mes chers frères et sœurs. C'est la population. C'est la population. Il n'y a qu'une marée de gens dans la rue qui peut stopper un dictateur. Il peut en tuer 1000, mais il ne pourra pas en tuer 2000, il ne pourra pas en tuer 3000 alignés. Je vous le dis, croyez-moi. Regardez partout où il y a eu une marée humaine. Pas un seul jour, pas 2 jours, pas 3 jours, tous les jours jusqu'à ce que finalement le dictateur est parti. Ce travail, ce n'est pas le travail des politiciens. Les politiciens, c'est facile de les neutraliser. Il suffit de les accuser de n'importe quoi, on les met en prison. Mais la population, quand elle se met à sortir, on peut en tuer quelques-uns. Plus on en tue, plus ils sortent. Et plus le dictateur va détaler à vive allure. C'est en ce moment-là que nous devrions nous inquiéter de ces élections-là. Pas aujourd'hui qu'ils ont pris tous les postes de gouverneurs. On a même découvert un gouverneur qui pouvait à peine lire le discours qu'on a écrit pour lui et qui a battu un jeune homme bardé de connaissances, bardé d'expérience, qui a étudié dans les meilleures écoles de Belgique et tout. Ce gars sorti de nulle part, qui n'a aucun bagage, qui a commencé sa carrière lorsqu'ils sont arrivés au Congo. Ce garçon a battu l'autre qui était pourtant la personne la mieux indiquée pour ce poste. Bon, c'est une élection au second tour. L'inconvénient de l'élection au second tour, c'est que c'est une élection où les électeurs sont facilement contrôlables. Est-ce que vous pouvez comprendre que, je prends un exemple, il y a 48 votants pour les postes de gouverneur, 48 votants, et peut-être, je ne sais pas, 4, 5, 6 ou 7, même 10 candidats. Donc, pour que 48 personnes puissent voter, on a besoin d'utiliser la machine. Vous pensez vraiment? On n'a pas besoin d'utiliser la machine. On peut voter sur papier et sur place dépouiller les résultats en quelques minutes, en quelques heures. Mais quand on utilise la machine à tricher, que les Congolais ont surnommé à tricher à juste titre, c'est que réellement, cette machine-là a un autre rôle, pas seulement d'accélérer le processus, mais un rôle de modification des résultats. Encore, je n'ai entendu aucun électeur, aucun député provincial venir dire que ce n'est pas vrai, parce que tel que nous on a voté, on ne pouvait pas avoir ce résultat-là.
Tout le monde est étonné puisque le vote est secret et que la corruption est devenue une seconde nature dans notre pays, tout le monde soupçonnant tout le monde. Alors, Kabila a joué sur ça pour continuer à tricher. Même là, on a élu d'autres personnes, c'est lui qui a décidé finalement qui sortait. Au point où un inculte a été nommé, a été élu entre guillemets gouverneur du Tanganyika. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Ce n'est pas une injure que de dire que quelqu'un est inculte. Bon. Et là, on s'étonne et on se réveille comme d'un profond sommeil. Et comme toujours, la faute, ce n'est jamais à nous. La faute, c'est à l'autre. On imagine que la faute est au président Tshisekedi, qui est devenu la proie facile de toutes les attaques. Même des professeurs d'université qui ne se gênaient pas à Konguluma devant celui qu'ils appelaient le Raïs ont retrouvé leurs paroles et peuvent se permettre de critiquer un président de la République alors qu'ils étaient incapables d'émettre un avis contraire à celui de l'homme qui les a dirigés pendant 18 ans. Curieux tout de même. Mais aussi un mérite quand même, c'est que Félix Tshisekedi a remis la parole à des babas, comme on dit en lingala, les Mouilania, les Mova et toute la marmaille du Front commun des corrompus congolais qui ont retrouvé curieusement la parole. C'est une bonne chose, c'est une avancée en termes de démocratie, parce qu'il y a quelques mois, Kabila était Dieu le Père, il avait le droit de vie et de mort sur tout. Quand il disait quelque chose, c'est ce qui se faisait. Et des gens aussi intelligents ont courbé les chines. Aujourd'hui, je suis content qu'ils peuvent donner de la voix. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment de l'hypocrisie de faire semblant d'être surpris que Kabila ait raflé tous les postes. Même cela, qu'est-ce que le peuple fait? Rien. Au point où le FCC prétend que le peuple congolais a choisi le projet de société du FCC. Ah bon? Le FCC a un projet de société? Ça, j'apprends aujourd'hui. Je ne sais pas si moi je suis mal informé. Le FCC n'a pas un projet de société. Nous avons tous suivi le dauphin désigné de Kabila, Ramazani Shadari, pendant sa campagne. Qu'est-ce qu'il disait? Son programme, c'était la continuité. La continuité du régime de Kabila. La continuité des massacres. La continuité des fausses communes. La continuité des détournements. La continuité du pillage des ressources. La continuité du bradage de notre patrimoine commun. La continuité de la destruction du pays. Voici ce qu'était le programme, le projet de société du FCC que Shadari est allé vendre partout. Et pour preuve, il n'a pas élu. Toutes les tentatives pour essayer de sauver la face n'ont pas pu lui permettre d'être en première ligne. Ce n'est pas parce que Kabila aime Tshisekedi ou qui que ce soit que Shadari a perdu, non. Le deal conclu au nom des États-Unis par Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Donald Trump aux Nations Unies, elle avait dit à Kabila de se choisir un dauphin et que si ce dernier était élu, les États-Unis allaient le soutenir. C'était ça le deal. Et en échange, une petite liste avait été remise en main propre à Kabila avec toutes les personnes impliquées dans la disparition des 2 experts des Nations Unies, parmi lesquels un citoyen américain. Donc Shadari a lamentablement échoué. On a essayé de prendre des voies à gauche, à droite pour lui construire une sortie honorable.
Mais de là à dire que le Congolais a choisi le projet de société du FCC, je crois qu'il y a des limites qu'on ne peut pas se permettre de franchir. En toute honnêteté. Alors, revenons un peu à cette histoire de FCC là. Dites-moi un peu quelle est l'idéologie du FCC. Dites-moi un peu quel est le point commun entre Aubin Minaku et Bahati Lukwebo. Dites-moi quelle est l'idéologie partagée en commun entre Mouiloania et Matata Ponyo, par exemple. Dites-moi quelle est l'idéologie commune entre un certain Bitakwira et un Pius Mwabilou, par exemple. Dites-moi quelle est l'idéologie commune partagée entre qui d'autre, Janine Mabunda, par exemple, et Lukiana Mufankol ou Safou Sindani ou d'autres femmes qui sont dans cette association momentanée qui s'appelle le FCC. Il n'y a rien de commun, il n'y a aucune idéologie. Le seul point commun entre toutes ces personnes, c'est l'argent. Donc l'idéologie du FCC, c'est l'argent. Et l'argent facile. Chacun d'entre eux, tels qu'ils sont là, a un dossier. Et Kabila le tient pour ça. Ils lui doivent fidélité parce que s'il les lâche, ils sont foutus. Kabila avait une stratégie qui a réussi à Mobutu et que les Mobutistes ont transféré, ont conseillé à Kabila. Kabila a laissé tout le monde se compromettre. C'était la stratégie de la compromission. Il savait qui faisait quoi, qui volait quoi, qui tuait, qui... Donc il a un dossier sur chacun de toutes ces personnes-là qui lui doivent jusqu'à leur vie. Non seulement la liberté, mais aussi jusqu'à leur vie. Ils lui doivent non seulement la liberté et la richesse qu'ils ont amassée de manière malhonnête et éhontée, mais ils lui doivent aussi leur vie. Et Kabila sait que chacun d'eux a un dossier noir. Et il les tient pour ça. Ce qui est vrai pour Kabila vis-à-vis de ces gens, l'est aussi pour lui-même Kabila. Ces gens-là savent comment cette mafia parrainée dont le parrain, pour reprendre une terminologie propre à la mafia, dont le parrain n'était autre que l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Donc, chacun d'entre eux sait comment Kabila s'est enrichi, sait comment Kabila a pillé ce pays, sait comment la famille Kabila a pillé ce pays au point de devenir aujourd'hui des millionnaires, si pas des milliardaires, sans avoir jamais travaillé réellement. Surtout pour la fratrie Kabila, dont l'un est devenu curieusement gouverneur. Donc, voilà un peu, c'est ça. Donc, il n'y a que l'argent qui les réunit. Évidemment, il y a des jeunes gens aux dents longues, comme on dit, qui ont estimé, qui ont choisi aussi de rejoindre ce conglomérat pour essayer de se faire aussi un peu d'argent. Malheureusement, c'était déjà un peu tard. Et aujourd'hui, l'argent ne coule plus à flot comme à l'époque. Donc, vous pouvez comprendre la nervosité de tous les bonzes du FCC. L'argent manque. Depuis 2 mois, tous les trous par lesquels sortaient des millions d'argent qui étaient déposés à des conseillers à la présidence, qui étaient déposés à des frères et sœurs du président, à des membres de famille, à des officiers supérieurs de l'armée. Depuis 2 mois, cet argent ne tombe plus. Et puisqu'on sort des élections où Kabila a refusé de financer la campagne demandant aux gens du FCC qui se sont suffisamment enrichis sous le dos du peuple de financer leur campagne. Donc, tous ces gens sont sortis de cette campagne presque sans le sou. Et je vous dis que si
le gouvernement ne sort pas, si tout continue à être bouché comme ça l'est aujourd'hui, je donne ma main à couper que dans 6 mois, il y a des gens qui vont marcher avec la langue par terre. Parce que c'était des millionnaires en papier qui ont bâti leur style de vie sur de l'argent facile, qui ont accumulé des biens au propre et au figuré, et qui ne peuvent plus entretenir ce train de vie aujourd'hui parce que les millions qui tombaient ne tombent plus. Alors comprenez cette nervosité-là. Surtout si cette nervosité s'accompagne d'un coup de pied dans la fourmilière lâché par le président Tshisekedi lors de son séjour à Washington. Il demandait à ses alliés, à ses désormais alliés américains de l'aider à déboulonner le système dictatorial. Et ça, vous avez vu tout de suite qu'il y a eu 2 réactions. Une réaction populaire de la population qui était toute contente de pouvoir manger du Kabila, et une réaction plus vigoureuse d'une minorité de gens qui se recrutent parmi le FCC, qui ont vu un discours militant, comme si Tshisekedi leur avait dit qu'il n'avait jamais été militant. Vous reprochez à Tshisekedi son militantisme, de la même façon que nous on a reproché à Kabila son militarisme. Bon, voilà, je préfère 100 fois un militantisme qui va débarrasser ce pays d'un système odieux de corruption, de prédation, de vol, de crimes de sang qu'a constitué le Front commun des Congolais. Ces gens-là, normalement, leur place n'était même plus au Congo. C'est déjà un miracle qu'ils soient là en train d'élever leur voix. Que voulez-vous? C'est le prix à payer quand on parle démocratie. C'est le prix à payer quand on parle état de droit. Voilà, c'est cela aussi, même si eux, ils n'ont respecté aucune loi. Ils ont ôté la vie à qui ils voulaient. Ils ont tué des innocents. Le pays est plein de fausses communes où parfois on ne sait même pas qui sont ces corps qu'on a enterrés dedans puisque aucune famille ne les réclame. Comme si les gens étaient tétanisés de peur. Donc nous avons des milliers de morts qui sont sans famille. Vous pouvez vous rendre compte. Ça veut dire qu'aucune famille ne les réclame. À part les quelques que nous connaissons. Tous ces autres, par exemple, qu'on avait trouvés à la morgue de Mama Yemo, je n'ai pas vu une seule famille qui a réclamé cela. Donc, ça, ce sont les spécificités congolaises. Des gens qui meurent par milliers, dont personne ne réclame. Donc, des gens qui n'ont pas de famille, quoi. Donc, des fantômes, entre guillemets. J'en arrive au verbe déboulonner. J'aime beaucoup ce verbe. Je crois qu'il n'y avait pas meilleur mot pour dire la pensée. Déboulonner, ça veut dire desserrer les boulons. C'est ça que ça veut dire. Démonter un système. Parce que la Kabylie, c'est un système mafieux qui a été monté pendant 18 ans. Vous pouvez vous rendre compte? Pendant 18 ans, Kabila s'est évertué à monter son système sur le style de la mafia sicilienne, dont lui était le parrain, qui protégeait tout le monde. Quand j'entends des Congolais dire que le président Félix est à Kinshasa, comment il va contrôler ce qui se passe ailleurs, tout ça, etc. Non, mais au Congo, il y a des services justement pour contrôler, qui ont toujours fait leur travail, qui ont toujours produit des rapports avec tous les cas de corruption, de détournement, de vol, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que ces rapports-là n'aboutissaient jamais. Quand on remettait un rapport au chef de l'État via son directeur de cabinet, il s'asseyait dessus.
Quand on remettait un rapport à l'Assemblée nationale, à Aubin Minakou, il s'asseyait dessus. Combien de missions parlementaires d'enquête ont déposé des rapports dont l'Assemblée nationale n'a jamais discuté malgré sa longévité légendaire? Jamais. Simplement parce qu'il y avait des révélations et que le président de l'Assemblée s'est assis dessus. Pas le bureau, le président, parce qu'il y a des membres du bureau qui n'ont jamais vu un seul rapport de ce genre-là. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est que le protecteur, ça veut dire le parrain, les Italiens disent le capo di capi, je crois. Donc, puisque le capo, c'était Kabila. Et les capis, c'est tous les autres petits chefs, Mouilania, Minaku, Okitundu. On peut multiplier la liste jusqu'à l'infini, sans oublier les derniers arrivés à la mangeoire que sont les Makila Soumanda, les Chibala, les Olengankoy, tous ces gens-là. Voilà. Et le capo protégeait tout le monde. Il a nommé un conseiller chargé de la bonne gouvernance qui s'est évertué à mener ses propres enquêtes et à découvrir ce qu'il pouvait découvrir, mais c'était juste pour la consommation extérieure. Aucun dossier n'a pu aboutir. Aucun. D'ailleurs, dans un pays sérieux, ce n'est pas un conseiller qui doit gérer les problèmes de corruption. Il faut créer dans le système judiciaire existant, il faut créer une structure avec tous les pouvoirs d'une cour pour connaître des questions de corruption, parce que le mal est tellement enraciné que dans une démocratie, il n'y a que la justice, parce que les conseillers, c'est au niveau de la politique. C'est comme si l'exécutif était en train de traquer la corruption qu'elle-même est en train d'appliquer. Parce que ceux qui sont à la base de la corruption, c'est ceux qui gouvernent. On les recrute dans le gouvernement, dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir exécutif. Et après, il y a tous les autres dans tous les secteurs, même dans le secteur des médias. Ah oui, dans le secteur des médias, les médias sont corrompus. Ce n'est pas une offense que de le dire. Des journalistes eux-mêmes le disent à longueur de journée. Je peux me permettre de dire que 90% de ce que vous voyez dans nos médias est payé. Est payé pour être là. Et quand vous n'avez rien payé, vous n'avez pas de place dans nos médias. Ou alors, quand on vous réserve de la place, c'est pour vous présenter sous votre mauvais jour. Cette corruption a atteint aussi le clergé. Ah oui, le clergé, on l'a vu. On a vu comment l'Église catholique... Je préfère ne pas dire Église catholique parce que l'Église catholique, c'est une institution honorable. Certains princes de l'Église congolaise, de l'Église catholique congolaise, nous avons vu comment ils sont en train de se fourvoyer. On a vu comment ils se fourvoient et comment ils continuent à se fourvoyer. Dans leur fin fond, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir pour des raisons politiciennes sur leur soi-disant observation des élections pour lequel ils ont empoché un pactole. Alors, il n'y a pas que les catholiques. Il y a les églises qu'on appelle les églises de réveil. Kabila avait ses pasteurs qui étaient gérés par son conseiller spirituel, chef de la maison civile, M. Mugalou, qui distribuait des véhicules et des millions d'argent à des pasteurs qui sont devenus subitement riches, plus riches que leurs adeptes. Ils se sont installés, ils ont installé, certains ont même divorcé, tout ça parce que le train de vie a changé et que la femme n'était plus à la hauteur de leur standing. C'est connu tout ça. Et tout ça, ce sont les effets de la corruption. Il faut démonter tout ce système-là parce que aucun homme politique
qui qu'il soit ne pourra réussir au Congo s'il ne commence pas par démonter ce système-là. Il faut le démonter. Et la première manière de démonter ce système-là, c'est d'abord, de boucher tous les trous par lesquels les millions d'argent du peuple congolais sortaient pour des besoins personnels ou pour alimenter ce réseau mafieux dans lequel se retrouvent même des étrangers comme les Louis Michel et consorts. Ils sont dans ce système mafieux. C'est pour ça que ce qui s'est passé au Congo avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, puisque ce n'était pas dans leur calcul, ils se sont levés comme un seul homme, mettant à contribution l'armada de la presse occidentale. Laquelle presse occidentale ne sont pas des enfants de cœur. Même la presse occidentale, beaucoup de choses sont achetées. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Pour paraître à la une d'un média, il faut savoir délier sa bourse. Ceux qui l'ont compris, comme Moïse Katumbi, ils sont toujours à la une des médias, même quand ils n'ont rien fait. On leur crée un événement parce qu'ils savent délier la bourse. Voilà un peu. Et il faudra que nous puissions arriver à déboulonner cela dans tous les secteurs de la vie nationale. Même dans notre armée, nos généraux ventriloques, certains, beaucoup d'entre eux méritent d'ailleurs d'aller à la retraite. Ouais, on ne peut pas être un chef de l'armée avec un gros ventre comme celui-là. Je suis désolé. Je suis désolé. Il est temps qu'on puisse rajeunir notre armée. Il est temps qu'on puisse dépolitiser notre armée. Il est temps qu'on puisse promouvoir une nouvelle génération dans notre armée. Comment vous pouvez comprendre qu'un général, dont le salaire officiel, j'imagine, ne dépasse pas dans la meilleure des hypothèses 1000 $, si je ne me trompe pas, que ce général-là puisse entretenir une équipe de football auquel il fait des dons jusqu'à 10 millions de dollars. Où a-t-il trouvé 10 millions de dollars? Un général d'armée. Comment un général d'armée peut avoir des mines d'or, des mines de coltan? Comment peut-il avoir des fermes? Alors que la loi est claire là-dessus, qu'on ne peut pas être businessman et être dans l'armée. De la même façon qu'on ne peut pas être gouverneur et être homme d'affaires, comme l'a été Moïse Katumbi. Qu'on ne peut pas être président de la République et avoir des intérêts dans des entreprises. C'est interdit par la loi. Alors, je crois que la première bataille, ça sera d'abord, avant de commencer à modifier les lois, ça sera d'abord de faire respecter les lois qui existent. Il y a suffisamment de lois au Congo qui, une fois mises en application, vont déjà permettre de déboulonner l'ossature de cette dictature, l'ossature de cette entreprise criminelle. Je crois que le mot dictature, il est peut-être faible, et c'est pour ça que des individus se permettent même de soulever un débat autour de ça. Moi, je parlerais même de déboulonner le système criminel installé par Kabila et ses acolytes et affidés. Voilà un peu la réflexion de ce jour. Et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à tous les Congolais et à ceux qui aiment le Congo. Pour vous, le soliloque, un citoyen congolais comme tout autre. Merci.